À l'origine, c'est le médecin-colonel René Van Tigelen, que beaucoup connaissent pour ses travaux sur l'histoire de la radiologie et pour l'animation du musée de la radiologie, qui devait nous adresser la parole ce jour, mais il en a été empêché par des circonstances familiales graves. Aussi, c'est M. Roger Cormand, un spécialiste de l'imagerie médicale et un proche collaborateur du docteur Van Tigelen dans ce musée, qui va nous parler de ce thème, la radiologie monte au fond. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avec ce thème de la radiologie monte au front, on rentre dans un univers. Et je voudrais passer avec vous les différents points que nous allons vous présenter. Donc, nous avons un département de radiologie civile qui date de 1906, qui aura été reconstitué dans un film qui a été tourné dans un hôpital anglais de l'époque. Et j'attirerai votre attention sur l'ambiance qui existe dans cette salle de radiologie, et principalement à la fin du film sur une main. C'est la main du médecin que vous verrez, et retenez ça parce que nous reviendrons sur le sujet un peu plus tard. Nous allons également avoir l'équipement, parce que c'est vrai que c'est très technique, et imaginez-vous ce que cela suppose d'aller au front avec du matériel de radiologie de l'époque. Nous avons également les problèmes qui sont spécifiques à cette radiologie et les véhicules, bien entendu, puisqu'on va aller, et nous le verrons de suite, dans l'hôpital, sur le front même, sur le champ, avec des véhicules. Et nous avons également les avancées techniques. Les avancées techniques, c'est un peu grave de devoir dire ça, mais chaque guerre a apporté ses améliorations au niveau technique. J'espère que, bien entendu, nous ne devrons plus attendre des guerres pour faire avancer la technique. Néanmoins, ici, donc, nous verrons ce que cela a apporté au niveau de la radiologie. Now tell me, have you ever seen inside a human body? No operations, Mr. Holland, you promised. Not a single cut, not a single drop of blood. X-rays. Miss Keneally from the Daily Mail? Yes, of course. Now, calibrating. Yes, could you narrow the spark gap on the induction core, please? Thank you. Good, yes. Now we're getting a good colour now. Now, these plates are well coated, so it'll be about a 1 minute exposure time. By using X-ray, we can see inside the body. The London leads the field in this work, opening up God's creation to ever greater scrutiny. Isn't that right, Mr. Wilson? Oh, yes, something like that, so yes. Stand back. Can I see? It's best if you stand back, miss, if you don't mind. What's happened to the patient? It's a sewing needle. We get lots of these factory accidents. And with the X-ray, we can see where it's lodged. Needles in haystacks, really. Now, you really must. How does it work? Well, would you bear with me just for 1 second? Well, the installation consists of a 10-inch coil there and a condenser, smaller gas tubes with a vacuum regulator. And this sits, as you can see, under the patient. This plate here, treated with barium platinum cyanide, fluoresces in the dark, giving us an image. It's a little like a photograph. And if you stand back, I shall demonstrate. No, easy, mother. There you go. Well, we should be getting something through now. Steady. That's well.
Never seen the like. It's magic. Magic indeed. It's science. Thank you, everyone. Thank you. The burns are from working with X-rays. Pioneering has a price. Avant d'aborder le sujet technique de ce que nous voyons là à l'instant, je voudrais quand même vous rappeler qu'il y avait des écrans fluoroscopiques que nous avons vus dans le film et qui permettaient de voir les images qui étaient des images suite au rayonnement du tube qui se trouvait là-dessous. Tout se passait dans une atmosphère sombre et il y avait le médecin qui passait sa main entre le tube et bien entendu la plaque en verre qui servait de support photographique. Nous sommes en 1906, donc il n'y avait pas encore de film cette musique. Et cela se faisait afin de régler la qualité de l'image, d'où bien entendu les problèmes au niveau de la main du médecin. Donc ça c'était pour vous dire que le tube ici en question, qu'on appelait également à l'époque une ampoule, était une ampoule dans laquelle il y avait un gaz résiduel, il fallait faire le vide. Ce tube est un tube qui perdait de son efficacité au fil du temps. Il fallait bien souvent des temps de pause de l'ordre de 20 minutes, ce qui est énorme. Et je reviens à ce film, donc nous avons bien entendu également une exposition de tout le monde qui se trouve dans cette salle au rayonnement. Donc à cette époque-là, il n'y a pas encore la vraie prise de conscience de ce rayonnement qui atteint tout le monde de la même façon. Donc nous avons ici un meuble qui est un meuble art nouveau, dans lequel on va monter toutes les manœuvres de manipulation du système et les ampoules qui se trouvent là-dessus sont des valves, il fallait redresser le courant, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il faut s'imaginer qu'il y avait des fils avec de la haute tension qui se baladaient comme ça dans l'air et qu'avec un manche de brosse on déplaçait. Donc c'était vraiment de l'amateurisme et je crois qu'on ne mesurait pas le danger à cette époque-là. Donc voilà ce dont je vous parlais. On voit ici le tube et les deux ampoules en question. Il y avait deux circuits. Il y avait un primaire et un secondaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans le primaire ici? Sans rentrer dans le détail, il y a l'alimentation. Une alimentation, ça veut dire de l'énergie. À cette époque-là, comme aujourd'hui d'ailleurs, se pose le problème de donner de l'énergie à un système qui demande de la haute tension. Et il faut s'imaginer ce que cela suppose, pas ici dans ce cas-ci, mais dans un véhicule de radiologie, de pouvoir aller en plein champ, et on connaît les conditions difficiles de la guerre 14-18, d'aller retrouver un véhicule en plein champ avec ce matériel de radiologie qui devait être alimenté. Alimenté, oui, je crois qu'il y a des soldats punis qui devaient se trouver probablement sur une bicyclette, et comme j'ai dit, pendant des temps de pause de 20 minutes, il fallait pédaler afin de fournir ce courant et cette énergie nécessaire à l'alimentation. Par après, nous avons des véhicules comme celui-ci, qui est un véhicule français, GEF, et qui est équipé, quand on le voit bien, avec d'une part, bien sûr, le moteur, mais également une génératrice. Petit détail, c'est un véhicule qui sera utilisé dans la guerre des Balkans également. Nous avons ici une salle à Paris, du Petit Palais, une salle américaine de cette époque,
Alors, bon, il y a de nouveau ce meuble d'art nouveau, et nous avons, ce que je disais là tout à l'heure, aucune protection contre le rayonnement. Nous avons le secrétaire qui écrit, nous avons le médecin qui est là, le patient avec le tube et l'opérateur au niveau des manettes. Et tout ça se fait sans plomb, sans tablier, aucune protection. Ici, nous avons les véhicules qui se trouvent dans la cour Saint-Joseph du côté de Furnes. Il faut savoir que le professeur Barthes à Furnes avait demandé à Marie Curie s'il y avait moyen d'avoir du matériel. Et Marie Curie est venue elle-même, en compagnie d'ailleurs de sa fille Irène Curie, que nous voyons à ses côtés, lui apporter ce matériel. Donc, on a monté tout ça dans la cour de l'école Saint-Joseph. Qu'avons-nous aussi? C'est, bien entendu, des ports d'attache, je dirais, pour les ambulances, afin que ces ambulances puissent ramener à un hôpital les gens qui étaient des cas graves, et en même temps de pouvoir, je dirais, se parquer et retourner au front. Alors, il y avait 3 hôpitaux. Il y avait l'hôpital de La Panne, il y avait l'hôpital de Hoogstade et l'hôpital de Bévres. Et de ces points-là partaient donc les voitures radiologiques vers le front. Voici une salle de radiologie de 1915 de l'hôpital militaire de Hoogstade. Nous voyons également donc toujours le même principe, la génération des rayons et des tables qui étaient des tables simples et démontables dans cet hôpital. Nous avons parlé de Cabourg déjà là tout à l'heure, mais en fait, il faut savoir que Cabourg, ça n'a rien à voir avec la ville de Cabourg d'ailleurs, qui s'écrit autrement. Cabourg, c'est M. Cabourg qui a cédé son terrain sur lequel a été construit l'hôpital de Cabourg. C'est monsieur, je dirais, un mécène. Et donc, c'était un hôpital qui était un hôpital d'évacuation. Il y a une remarque à faire. Nous voyons les 2 tubes, pardon, ici au-dessus. Les tubes sont des tubes de réserve et comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, les tubes, eux, perdent leurs caractéristiques et diminuent en efficacité. Il faut les laisser refroidir, on les met de côté. Et donc, il fallait plusieurs tubes de réserve. Nous avons ce type d'ambulance, qui est une ambulance qui a servi à l'armée belge. Il y a une chose, c'est qu'elle vient de la Croix-Rouge, ça c'est une chose. Et deuxièmement, tout le matériel que vous voyez là, autour de l'ambulance, est du matériel que nous avons au musée de la radiologie. La RTBF a fait d'ailleurs sur Curie un film qui a utilisé donc, ce matériel, ils sont venus nous le demander, et qui est passé d'ailleurs il y a une quinzaine de jours. Donc ce matériel était monté sur le champ de bataille, avec toutes les difficultés, bien sûr, que ça suppose. J'ai parlé de l'alimentation, bien sûr, les conditions de travail n'étaient pas excellentes. Et nous verrons qu'en fin de guerre, ce sont les Américains qui sont parvenus à améliorer nettement, je dirais, l'efficacité de ces voitures. Ça, c'est le coup de revolver ou du fusil qui vous envoie la balle. Simplement pour vous dire ceci, c'est que ce que l'on voit là, c'est une radio de l'époque, avec une balle qui, heureusement, n'a pas fait de mort, et qui représente aussi la difficulté de voir la profondeur à laquelle se trouve le projectile.
C'est pourquoi on va faire des faces profil, donc 2 plans pour essayer d'améliorer l'estimation de la profondeur du projectile. Voilà le profil. Alors, Hirtz, M. Hirtz a trouvé le moyen de construire un compas. C'est une méthode, je dirais, trigonométrique qui permet de calculer la profondeur de l'objet que l'on recherche, shrapnel, donc, etc., mais qui demandait bien sûr des calculs, et on sait très bien que commencer à calculer, ce n'est pas évident, même sur le terrain. Par conséquent, il fallait absolument trouver autre chose. Mais avant ça, il fallait, bien entendu, voilà les calculs, après avoir fait son calcul, retirer le projectile. Simplement, ceci pour vous dire, on a dit tout à l'heure également, c'est qu'il n'y avait pas d'antibiotiques et que par conséquent, il valait mieux bien calculer son coût et ne pas être sûr de l'endroit, bien sûr, de l'endroit où il fallait travailler. Radiothermitis, je l'ai dit là tout à l'heure, en voyant les images du film, nous voyons ce médecin avec des mains qui étaient déjà brûlées par le rayon. Ici aussi, il faut bien dire que la radioprotection était minimum, mais que ça a éveillé, bien entendu, l'attention, et on a commencé après la guerre à mettre des tabliers de plomb, des gants de plomb, voire même des casques qui ressemblaient d'ailleurs aux chevaliers teutoniques avec du plomb. C'était pas très pratique. Néanmoins, on a pris conscience de ce qu'il fallait protéger les gens, et je dirais même plus, en même temps, on a pris conscience que les rayons pouvaient également avoir un autre effet. Donc bien plus tard, on a vu que ces rayons étaient utilisés en thérapie. Nous avons des avancées techniques. Nous avons la tomographie, en fait je dirais que c'est presque l'ancêtre du scanner CT. Et ici, donc M. Bocage, un Français, a trouvé le moyen de fabriquer une table où nous avions la réception des rayons qui se trouve sur une plaque qui glisse en même temps que le générateur de rayons. Et de cette façon-là, nous avons le foyer que nous avons là au Fulcrum. Donc nous avons une possibilité d'avoir une meilleure idée de la projection 3 dimensions des images. Bien sûr, les États-Unis, c'est de là que viennent les films. Les films RX, grande avancée. Pourquoi? Parce que forcément, quand on est sur le champ, imaginez-vous, des plaques de verre, c'est cassable, et ça se salit aussi, mais bon, ici, le film permet de rentrer des clichés en bon état. Et nous avons cette avancée-là, bien entendu, encore toujours, ce sont les résultats des améliorations suite à ce qu'on a découvert sur le champ. Et le tube lui-même, mais là vous ne voyez pas grande différence, mais il faut savoir que le tube de Coolidge, lui aussi, permettait d'avoir de meilleures performances. Il avait un filament chauffé, tungstène, etc. Mais bref, donc, on améliore également la durée de vie des tubes. Alors ici, voilà, une ambulance américaine transformée en salle de radiologie. Ce véhicule est un véhicule dans lequel il y a tout le matériel, et en 5 minutes, il était opérationnel, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, puisque on pouvait aller
sur le champ et bien entendu, sans perte de temps, commencer immédiatement à faire des examens. Je vais quand même rajouter quelque chose à ceci. Ce qui ne se sait pas, c'est qu'il y a eu des biplans qui eux-mêmes ont porté le matériel, je dirais, dans les champs de bataille, donc afin de pouvoir faire la radiologie sur place, et qui reprenaient bien entendu ce matériel. Donc des biplans étaient équipés un peu à l'instar de ce que nous avons maintenant quand on voit les hôpitaux de campagne avec des hélicoptères, etc. Et en plus de ça, il y avait des hôpitaux de campagne gonflables à la guerre 14-18, permettant bien sûr de travailler dans des meilleures conditions. Voici une salle d'après-guerre. Alors, il y a bien entendu tout ce que nous connaissons comme ingrédients, le tube radiogène, nous avons les plaques qui se trouvent là, mais déjà, rien que le tube, on voit que le tube lui-même a été protégé, il est dans une enveloppe, et on va essayer de focaliser donc le rayonnement sur la partie que l'on veut étudier. Donc au niveau technique, avancé également. Je terminerai par ceci, parce que le docteur Van Tichelen a écrit un livre reprenant ce que je viens de vous dire, mais bien plus, bien entendu, avec moult de détails, et vous aurez l'occasion, si vous voulez, il y a d'ailleurs des papiers que vous pouvez remplir si vous désirez avoir ce bouquin. Et le livre est à votre disposition, donc sur commande. Alors, le docteur Van Tichelen tient très fort, et je vous dirais que moi aussi, c'est notre devise. Je pense que c'est clair. Ceci était la présentation du musée belge de la radiologie.